Bonjour, bienvenue dans le 3e épisode de Stop Killing Us, un podcast consacré aux violences policières aux États-Unis. Précédemment, nous avons fait un état des lieux de ces violences policières qui tuent plus d'1 millier de personnes chaque année, en majorité noires. Puis, nous avons retracé l'histoire de la police et montré comment le racisme était enraciné dès l'origine dans ses missions, tandis que les violences policières avaient été un catalyseur des luttes politiques des Noirs. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand mouvement social de l'histoire américaine, Black Lives Matter. Comme toutes les organisations pour les droits civiques au long du XXe siècle, ou des Black Panthers dans les années 60 et 70, les revendications du mouvement Black Lives Matter sont beaucoup plus vastes que la simple question des relations avec la police. Mais les violences policières constituent un véritable trait d'union entre ces mouvements pour la justice raciale. Et même si tous les cas de brutalité ne donnent pas naissance à des mouvements aussi massifs qu'après la mort de Trayvon Martin, Michael Brown ou George Floyd, ils ne sont pas oubliés pour autant. Les victimes de violences policières occupent une place importante dans la mémoire collective. On peut citer par exemple Rodney King, tabassé par la police de Los Angeles en 1991, Abner Louima, un haïtien molesté et sodomisé par la police de New York en 1997, ou Amadou Diallo, un Guinéen abattu devant chez lui de 41 balles alors qu'il sortait son portefeuille de sa poche. On pourrait également mentionner Ezell Ford à Los Angeles, Oscar Grant à Oakland, Tarika Wilson à Lima, Tanisha Anderson à Cleveland ou encore la petite Ayanna Stanley Jones à Détroit. À chaque fois, les communautés locales protestent. Alors pourquoi la mort de Trayvon Martin, puis celle de Michael Brown, ont cristallisé l'attention ? C'est difficile à dire, mais ils furent des étapes déterminantes dans l'émergence de Black Lives Matter et ont rendu la question des violences policières incontournable. Retour sur la naissance de ce mouvement. Le 26 février 2012, Trayvon Martin, un jeune noir de 17 ans, rentre chez son père après une course à l'épicerie. Il porte un sweat à capuche. Il n'en faut pas plus à George Zimmerman, vigile civil en patrouille dans son quartier pour déclarer le garçon suspect. Il téléphone au 911, mais au lieu d'attendre l'intervention de la police, conformément à leurs instructions, il confronte le garçon et le tue. L'adolescent n'était pas armé, mais une loi de Floride appelée Stand Your Ground permet à Zimmerman de plaider la légitime défense. Ce meurtre suscite beaucoup d'émotions car il rappelle aux yeux du grand public à quel point les enfants noirs sont vulnérables du simple fait de la couleur de leur peau et de leur présence dans l'espace public. Pour les millions d'Américains qui partagent cette expérience de la stigmatisation raciale et vivent au quotidien les délits de faciès, la mort de Trayvon Martin est encore plus douloureuse. Un des slogans les plus populaires à cette époque est explicite « Am I next ? Suis-je le prochain ?» demandent ces manifestants. C'est dans ce contexte que Barack Obama est sommé d'intervenir. Il faut se souvenir que son ascension politique avait conduit les médias à déclarer l'avènement d'une nouvelle ère politique post-raciale en Amérique. Sa victoire en 2008 était, c'est vrai, à la fois historique et symbolique. Le New York Times avait même osé titrer « La barrière raciale est tombée ». Et une fois élu, Obama gouverne en évitant la question raciale. Mais à la fin de son premier mandat, la mort de Trayvon Martin le contraint à l'affronter. Près d'1 mois après les faits et sous la pression des manifestants, il demande enfin une enquête. Obama est alors soucieux de ne pas apparaître trop partial. Il est le premier président noir des États-Unis et risque d'être accusé de préférence communautaire. Lors d'une conférence de presse, il prend donc soin de préciser que tous les parents américains devraient se sentir concernés par les circonstances de cette tragédie. Puis il conclut sur un ton beaucoup plus personnel et dit « You know, if I had a son, he'd look like Trayvon. » C'est une déclaration extrêmement importante qu'il réitère quelques mois plus tard en affirmant « Trayvon Martin aurait pu être moi il y a 35 ans ». Au passage, on mesure à quel point les stéréotypes raciaux sont profonds si même le président, malgré son pouvoir, son parcours, son milieu social, en fait l'expérience. Donc dans ce contexte politique, le 13 juillet 2013, George Zimmerman est acquitté. Les Africains-Américains sont submergés par la douleur, la colère et la tristesse et parfois la résignation. À leurs yeux, ce verdict signifie que le meurtre d'un adolescent noir non armé ne mérite pas d'être puni, qu'il est permis de tuer des enfants noirs. À l'autre bout du pays, en Californie, Alicia Garza, militante du syndicat des employés domestiques, dira que c'était comme recevoir un coup de poing. Triste et en colère, folle de rage, elle publie alors sur Facebook une lettre d'amour aux Noirs et dit la nausée qu'elle ressent à l'idée qu'une partie des États-Unis est en train de célébrer le verdict. Elle conclut son message par « Noirs, je vous aime, je nous aime, nos vies comptent ». Son amie Patrisse Cullors, une autre militante antiraciste,
engagé dans la défense des droits des prisonniers, ajoute un hashtag à la formule et Opal Tometi, directrice de la communication d'une organisation de défense des droits des immigrés, les rejoint immédiatement et crée un site internet. Black Lives Matter est né. À partir de ce moment-là, il est clair, même pour Obama, que la société n'est pas devenue post-raciale et, au contraire, le débat public sera désormais dominé par les violences policières. Le titre de ce podcast est emprunté à la revendication la plus élémentaire de ce mouvement, Stop Killing Us. Il faudra encore 1 an et bien d'autres victimes avant que le mouvement prenne de l'ampleur. Le 17 juillet 2014, presque 1 an jour pour jour après l'acquittement de George Zimmerman, Eric Garner, un Africain-Américain de 43 ans, est tué par un policier blanc à Staten Island. Cette confrontation est filmée par Ramsey Horta. Pendant 16 minutes, on y voit l'officier Daniel Pantaleo interpeller et pratiquer une clé d'étranglement sur Eric Garner. Aidé de ses collègues, il compresse au sol son thorax de manière prolongée et l'empêche de respirer jusqu'à provoquer un arrêt cardiaque. À 11 reprises avant de mourir, Eric Garner avait imploré les policiers « I can't breathe », je ne peux pas respirer. La vidéo devient virale. Avec Eric Garner, tous les ingrédients sont réunis pour susciter un scandale. La scène était filmée, la clé d'étranglement était interdite, mais non seulement les collègues de Pantaleo ne l'en ont pas empêché, mais l'ont même aidé. La raison même de l'interprétation, la vente de cigarettes à l'unité, est typique des politiques de tolérance zéro et de la criminalisation dont sont victimes les pauvres et les minorités. D'ailleurs, Eric Garner avait été arrêté plus de 30 fois, dont 2 cette année-là, et à ce même coin de rue pour la vente de cigarettes détaxées, et se plaignait de ce harcèlement policier. Lors de son ultime interpellation, il le dit « À chaque fois que vous me voyez, vous voulez m'embrouiller. Je m'occupe de mes affaires, j'en ai marre, ça s'arrête aujourd'hui. » Les derniers mots d'Eric Garner sont une allégorie parfaite du ressenti des Noirs américains face au racisme. Ils et elles ne peuvent plus respirer et ça doit s'arrêter. La mort de Michael Brown, 3 semaines plus tard, devient le détonateur d'un mouvement qu'on n'arrêtera plus, Black Lives Matter, et dont l'écho sera international. Le 9 août 2014, à Ferguson, dans le Missouri, à la veille de sa rentrée à l'université, Michael Brown est tué par un policier blanc. Darren Wilson tire 6 balles, dont 2 dans la tête de l'adolescent noir, à l'issue d'une confrontation de 90 secondes. Son corps est ensuite laissé gisant sur l'asphalte pendant plus de 4 heures, rappelant au mieux le mépris des autorités pour les Noirs et au pire les souvenirs traumatisants des lynchages. Dans son livre consacré à Black Lives Matter, Keeanga Yamahtta Taylor dissipe tous les doutes en racontant comment, dans les heures qui ont suivi sa mort, la police a successivement roulé sur un mémorial improvisé, dispersé les pétales déposés en forme de cœur par la mère de Michael Brown. Plus tard, ce soir-là, la révolte commence et les manifestants demandent l'arrestation et l'inculpation de Darren Wilson. Ils sont accueillis par un déploiement époustouflant d'une police hyper militarisée. C'est, je cite, armée de tanks, d'armes automatiques, de quantité de balles en caoutchouc et autres matraques que la police de Ferguson a déclaré la guerre à ses résidents et à tous ceux qui se tenaient à leur côté, résume ainsi Keeanga Yamahtta Taylor. La garde nationale les rejoint peu après, notamment pour faire respecter le couvre-feu imposé. La surprise suscitée par ce déploiement spectaculaire a contribué à donner aux rues de Ferguson une dimension nationale et internationale. Les manifestants étaient rejoints par des activistes venus de tout le pays apporter des renforts humains, financiers, logistiques, juridiques et politiques. Ces derniers ont habilement utilisé les réseaux sociaux pour faire connaître leur combat, le documenter et mobiliser sur la base d'une revendication immédiate « Stop Killing Us ». Sur Twitter ou sur Periscope, ils retransmettaient en direct les événements, offrant ainsi un discours alternatif aux déclarations officielles de la police et des médias. Les habitants de Ferguson occupent les rues de la ville pendant 4 mois. Depuis, le mouvement Black Lives Matter n'a cessé de prendre de l'ampleur et de formuler des revendications de plus en plus ambitieuses. Leur succès repose sur une organisation très horizontale et la coordination de centaines d'associations locales. En effet, il faut distinguer l'organisation Black Lives Matter, créée par Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi, qui a une existence juridique propre et se déploie en différentes sections locales, et le mouvement Black Lives Matter en général, qui abrite une multitude d'organisations et de coalitions, notamment le mouvement For Black Lives. La stratégie centrale est celle de l'auto-organisation, partant du principe que les personnes concernées sont les plus aptes et les plus légitimes à agir. Cela leur permet d'articuler des demandes très diverses et d'agir sur plusieurs fronts en même temps et à différentes échelles. Dans cet ensemble de tactiques destinées à transformer le rapport de force,
Les militants et les militantes de Black Lives Matter se sont montrés très actifs dans la production de représentations concurrentes au discours raciste déshumanisant. D'ailleurs, il y a certes une continuité historique entre les mobilisations du XXe siècle et celles d'aujourd'hui, mais il y a aussi une différence majeure. Car d'un côté, les Noirs ont toujours su que la police pouvait être violente avec eux, mais de l'autre côté, les Blancs ne le croyaient pas, ou n'en avaient tout simplement pas conscience, notamment parce qu'ils avaient des interactions de nature très différente avec la police. Grâce à Black Lives Matter, une grande partie de la société américaine a pris conscience de l'existence et de l'ampleur du problème. Revenons sur leur méthode. Évidemment, nous ne pouvons pas être exhaustifs, mais quelques grands principes se dégagent dans le militantisme de Black Lives Matter. Pour faire prendre conscience de l'existence de violences policières, il fallait déjà faire savoir qu'elles existent. Ça paraît évident, mais nous l'avons vu dans le premier épisode, en l'absence de chiffres officiels, il était difficile de prouver les discriminations. Pour médiatiser et visibiliser ces événements, les militants ont utilisé différentes stratégies, notamment les réseaux sociaux qui ont permis, on l'a dit, de diffuser et documenter les faits. De plus, l'utilisation des hashtags comme Black Lives Matter ou Say Her Name, associés au nom d'une victime, permet de relier les victimes les unes aux autres et de montrer qu'elles s'inscrivent dans un schéma récurrent et ne sont pas juste des incidents isolés. Les citoyens noirs, en particulier, ont été formés à connaître leurs droits, à repérer et identifier les violences et à les documenter, notamment en les filmant. Les militants ont également développé des liens étroits avec les chercheurs en sciences sociales et se sont appuyés sur leurs travaux. En parallèle, des données ont été collectées et produites de manière collaborative et mises à disposition du public, des journalistes, des élus. Par ailleurs, les activistes ont occupé l'espace médiatique et commencé à diffuser leurs propres récits des événements pour échapper aux versions officielles unilatérales retransmises par les médias dominants. Ces médias ont d'ailleurs été interpellés sur leurs biais, conscients et inconscients, dans le traitement des questions raciales et sur la composition de leur rédaction. Les militants de Black Lives Matter ont utilisé une multitude d'outils pédagogiques pour parler du racisme institutionnel et de ses héritages. Listes de lecture, plans de cours pour les professeurs, cours à l'université, conférences, podcasts. Ils ont aussi travaillé étroitement avec des avocats pour accompagner et défendre les victimes et leurs familles, rappeler le droit. Ils et elles ont écrit et publié des livres, notamment les fondatrices du mouvement Black Lives Matter lui-même. Dans son livre The Purpose of Power, publié en octobre 2020, Alicia Garza revient sur la construction d'un mouvement social et notamment les défis politiques et stratégiques que cela pose. Elle répond précisément à l'enjeu d'intégrer dans le mouvement celles et ceux dont la prise de conscience n'est pas encore achevée. Dans son livre When They Call You a Terrorist, Patrisse Cullors répond quant à elle à l'une des attaques proférées contre Black Lives Matter et d'une manière plus générale à la criminalisation des Noirs. Autre remarque intéressante sur la stratégie politique, Patrisse Cullors a adapté son livre dans une édition spéciale jeune public. Cela montre bien l'attention portée aux jeunes générations. Enfin, le mouvement Black Lives Matter s'est positionné dans le jeu électoral, soit en présentant et soutenant des candidats, soit en influençant les programmes, soit en faisant campagne contre des élus jugés nuisibles. Toutes ces stratégies ont progressivement trouvé des relais dans le reste de la société. Ainsi, les médias sont devenus de plus en plus attentifs au racisme et aux violences policières en particulier. Le Guardian et le Washington Post ont carrément créé leur propre base de données, tandis que dans le New York Times, à CNN ou NPR, dans bien d'autres médias, la fréquence et le nombre d'articles consacrés à la question raciale ont explosé. Le traitement et le champ lexical ont évolué, et quelques progrès ont été accomplis concernant la diversité dans les rédactions. De nombreux travaux d'universitaires, d'intellectuels ou d'activistes ont été publiés. Keeanga Yamahtta-Taylor, Michelle Alexander, Mark Lamont Hill, Ibram X. Kendi et bien d'autres occupent les meilleures ventes. Quant à Ta-Nehisi Coates, son livre Between the World and Me a été adapté par HBO. Sur Netflix, les documentaires et fictions d'Ava DuVernay sur le 13e amendement ou sur l'histoire des Central Park Five ont battu des records d'audience. Côté sport, la société civile s'est également mobilisée. On pense évidemment à Colin Kaepernick, écarté de la NFL en 2016 et insulté par Donald Trump après avoir posé un genou à terre pour protester contre les violences policières. En août 2020, les joueurs de la NBA se mettent en grève. C'est temporaire, mais le geste connaît un grand retentissement. Les joueuses de la WNBA, quant à elles, manifestent très souvent leur soutien. D'autres sportifs, comme le pilote Lewis Hamilton ou les tenniswomen Naomi Osaka, Venus et Serena Williams, ont soutenu et participé au mouvement. Ce qui s'est passé dans le sport a également traversé les milieux du cinéma et de la musique. Le soutien croissant au mouvement Black Lives Matter s'est aussi manifesté dans la philanthropie. Après la mort de George Floyd, une campagne lancée par son frère a récolté 14 millions de dollars en quelques jours. Michael Jordan et Nike ont promis 100 millions de dollars sur 10 ans pour lutter contre les inégalités raciales.
Reed Hastings, le patron de Netflix, et sa femme, Patty Quillin, ont donné 120 millions de dollars à des universités noires. L'Open Society, la fondation de George Soros, a affecté 220 millions de dollars pour des organisations noires pour la justice raciale. Bref, après la mort de George Floyd, et face à la persistance du problème, donner de l'argent s'avère une solution pour de nombreuses fortunes ou grandes entreprises. Mais les organisations de Black Lives Matter ne sont pas dupes. Pour Rashad Robinson, par exemple, le président de Color of Change, une organisation membre de la plateforme Movement for Black Lives, il n'est pas question de recevoir les yeux fermés cet afflux d'argent de la part de groupes qui n'ont jamais eu aucun lien avec la cause ou le mouvement pour la justice raciale. Au contraire, puisque leur combat est aussi de bousculer les entreprises dominantes dans leurs pratiques et leur rôle dans le racisme systémique, il les invite à plus de cohérence. Nous pourrions encore continuer longtemps, mais on voit bien déjà à quel point les mobilisations et la pédagogie de Black Lives Matter ont permis à la question des violences policières de devenir incontournable. Les Américains, notamment les Blancs, ont pris conscience de la réalité du problème, même si une grande partie d'entre eux adhèrent à une idéologie suprémaciste. Pour autant, au-delà du constat et de la mise en mouvement de centaines de milliers d'activistes, il faut pouvoir proposer des solutions. Pour cela, il faut comprendre les mécanismes sous-jacents à ces mauvais traitements systémiques. Pourquoi les Noirs sont les principales victimes? Comment est-ce possible que ce problème perdure alors qu'il est connu depuis plus d'un siècle? Comment la police peut-elle être raciste alors que tous les individus qui la composent ne le sont pas? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode de Stop Killing Us.